Bonjour, il est 18 h, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour Accès Direct, un magazine de la rédaction. Au programme en ce début de semaine, nous parlerons du festival Attention les feuilles, un festival qui entend débrider la chanson dans le bassin annécien. J'ai le plaisir de recevoir Laurent Boisserie sur ce plateau, le directeur de la salle Le Rabelais à Métais et fondateur du festival. C'est aussi lundi, c'est Instant Sport. Sébastien Germain nous parlera de cette année très olympique pour les Bleus et nous parlerons aussi curling dans l'Instant Sport avec Quentin Morard, membre de l'équipe de France. Le curling français peine à trouver sa place, nous le verrons. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Sébastien, pourquoi allons-nous parler curling ce soir ? J'ai choisi de parler de curling parce que justement la semaine dernière c'était la présentation des équipes de France olympiques qui disputeront les Jeux olympiques du côté de Pyeongchang en Corée du Sud. Malheureusement, il n'y aura pas de Français puisque l'équipe, en tout cas il n'y aura pas de curleur français puisque l'équipe de curling ne s'est pas qualifiée. Mais le curling est un sport olympique, donc c'était l'occasion de mettre en parallèle ces deux événements. Et puis c'est une belle année, tu l'as dit, pour le journée sportif que tu as là qui s'annonce. Oui, c'est les Jeux en ligne de mire, le mois de février prochain, avec une grosse délégation française, environ 120 athlètes, avec beaucoup d'espoir de médailles. On le verra tout à l'heure dans l'Instant Sport. Beaucoup d'ambition pour ces Bleus. Donc il y a une journée consacrée à la presse, notamment la semaine dernière, en grande pompe à la salle Pleyel à Paris, avec plein de monde. Tous les grands sportifs étaient réunis. On espère qu'on va vivre de très beaux Jeux Olympiques au mois de février prochain. On va suivre ça de près. Merci Sébastien. Avant de retrouver notre invité et de parler sport, dans une demi-heure, c'est l'heure du JT. Pauline, tant qu'à faire, qu'est-ce que nous a concocté la rédaction en ce lundi 9 octobre ? On va revenir sur le high five. Oui, bien sûr, on va continuer. On parlera un peu sport. C'est le lundi, c'est journée sport avec donc le high five, tu l'as dit, qui a été diffusé ce week-end sur notre antenne. Donc c'était les finales de ski du Soch Big Air. Ils ont attiré une foule incroyable sur le paquet d'Annecy, plus de 40 000 personnes, du jamais vu, c'était extraordinaire. Alors moi j'étais pas, toi tu y étais, il paraît que c'était effectivement, il y avait beaucoup de monde et c'était impressionnant. Chez les femmes, c'est Tess Le 2 qui s'est imposée, la Plagnarde, pour sa première sortie officielle de la saison. La championne du monde de slopestyle n'a laissé le soin à personne et bien de lui voler la vedette. Et puis chez les hommes, c'est le Finlandais Sija Elias, si je ne me trompe pas, qui était issu des qualifications, qui a terminé en tête. Toutes les images tout à l'heure à découvrir dans le JT. Et puis on va parler aussi du créateur de l'Oiseau Bleu qui nous a rejoint sur le plateau la semaine dernière. Exactement. On va voir son portrait. Exactement, et c'est toi qui es allé à sa rencontre. On l'a effectivement reçu sur le plateau la semaine dernière. Alors c'est très répandu aux États-Unis, le paper toy, mais ça s'est démocratisé en France. Et bien grâce, il y a une dizaine d'années, grâce à lui, c'est un mouvement impulsé donc par Guillaume Pindy Tougui. Son atelier est installé sur les bords du lac d'Annecy et donc on découvrira toutes ses créations tout à l'heure dans le JT. On passe à la revue de presse avec la disparition d'un grand monsieur. Pauline, pour commencer. Oui, le comédien Jean Rochefort nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Alors, les images se sont multipliées tout au long de la journée depuis l'annonce de sa mort ce matin. Alors on vous en parle parce que oui, c'était un grand monsieur, mais aussi, entre autres, parce que Jean Rochefort était particulièrement attaché à la ville d'Annecy. En 2014, il avait accepté l'invitation de Maude de Cointet, la présidente de l'association Les Agitateurs de Rêve qu'on voit ici en photo. Il était le parrain de son festival Coup de théâtre. Cette même année, Jean Rochefort avait également joué une balade incongrue dans l'esprit du théâtre pour tous dans la grande salle du musée Château. Sur sa page Facebook, Les Agitateurs de Rêve a publié quelques photos de cette soirée et posté un message dont voici quelques extraits. Cher Jean, cher parrain, vous nous avez quittés cette nuit et les Agitateurs de Rêve se sentent bien orphelins ce matin. Ils ont reçu beaucoup de messages de leurs bénévoles, des festivaliers, des mécènes civiques de 7 à 77 ans. Vous saviez toucher tous les cœurs avec l'élégance et la gentillesse qui vous caractérisait tant. Un grand monsieur nous quitte, mais quel honneur de vous avoir eu comme parrain. C'était un bel hommage en tout cas. Un bel hommage. Et puis Pauline, tu aimes le sport, ça tombe bien, il y a de quoi faire ici avec un nouvel exemple, le Tour de France. Exactement, on peut en parler ski avec Sébastien, mais c'est une bonne nouvelle surtout pour les amateurs de cyclisme. Le parcours du Tour de France, il sera dévoilé que la semaine prochaine, mardi prochain. Mais ça a fuité un petit peu sur les réseaux sociaux et une des étapes pourrait partir d'Annecy pour arriver au Grand Bornand, le tout en passant sur le plateau des Glières. Ce serait une première. Les coureurs pourraient même emprunter 1,8 km de route sans bitume du côté des Glières, de quoi pimenter un petit peu l'étape. Et puis coup double peut-être, puisque l'étape du Tour également qui est destinée aux amateurs serait également cette étape. Mais alors attention, la Haute-Savoie ne serait pas en reste a priori pour cette édition 2018, puisqu'il y aurait pourquoi pas un départ de Bourg-Saint-Maurice, tout comme à Albéavine, une première aussi possible à la station du Saint-Bernard. Bref, ça devrait parler vélo cet été. Et puis réponse mardi prochain, on suivra ça. On va pas s'ennuyer du Exactement. coup au mois de juillet si on avait un doute. C'est ça. Et toi, Fanette, le premier article concerne la manifestation contre les loups.
Voilà, c'est sur Twitter que j'ai pu dégoter ces différentes photos. 1200 brebis et des éleveurs en colère ont défilé aujourd'hui à Lyon. C'est la FNSEA qui a tweeté notamment ces photos, qui était organisatrice de la mobilisation. Quelques élus savoyards étaient présents. On voit sur une photo les députés Les Républicains, Vincent Rolland et Émilie Bonnivard, là sur la photo avec la pancarte Le Loup. Ils protestent en fait contre le plan loup du gouvernement qui est prévu à partir de 2018. Une réunion a lieu demain à Paris à ce sujet. Selon les éleveurs, ce plan loup n'est pas destiné à soutenir l'élevage, mais bien à préserver le prédateur. Les tirs de prélèvement seraient par exemple restreints avant la fin de l'été, les tirs de défense privilégiés et les indemnités conditionnées aux mesures de protection mises en place par les éleveurs. Ça fait un peu grincer des dents. Et preuve que le sujet n'est pas prêt de faire l'unanimité, les défenseurs du loup dénoncent eux aussi ce plan loup, puisque pour eux, il permet un abattage massif du loup. On compterait, pour rappel, près de 360 loups en France. On n'a pas fini d'en entendre parler. Oui, c'est un dossier qui ne s'arrêtera jamais, C'est a ça. priori. Et puis, le deuxième article, c'est les habitants du Grand Annecy qui sont plutôt pro-bus et vélo. Voilà, ce sont nos confrères de France Bleu Pays de Savoie qui reviennent sur cette étude lancée par le Grand Annecy sur la mobilité. Si 78% des habitants de l'agglo sont prêts à moins utiliser leur voiture, ils attendent pour cela une amélioration du réseau de transport en commun avec plus de passages de bus et une amplitude horaire plus grande, notamment le matin et le soir. Pour faciliter l'usage du vélo, ils demandent aussi plus de sécurité sur les pistes cyclables. Les résultats de cette enquête serviront au Grand Annecy pour élaborer son plan de déplacement urbain. Espérons qu'ils seront entendus. Un Annécien passe en moyenne 1 heure dans sa voiture pour aller au travail. Le temps de trouver une place aussi. Le temps de trouver oui, on s'en parle du Sans parler stationnement. de trouver la place. À tout à l'heure pour le JT. À tout Pauline. à l'heure. Et pour les titres. Et le pour les rappel des titres, j'oublie pas de revenir avant 18h30. Merci. On passe à l'invité du jour. Je reçois Laurent Boisserie, directeur du Rabelais et fondateur du festival Attention les feuilles. Il se déroule en ce moment même et jusqu'à dimanche dans l'agglomération d'Annecy. C'est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Merci à vous. Alors pour cette 17e année, 17e rentrée, le Rabelais organise une nouvelle fois le festival Attention les feuilles avec une ambition, un festival audacieux avec un public impliqué. Vaste programme. Oui, on n'a pas peur, on se lance. Mais c'est vrai qu'on bénéficie de la fidélité du public depuis de nombreuses années, fidélité qui fait un effet boule de neige et les spectateurs sont de plus en plus nombreux sur ce festival, qui a 2 particularités. La première, c'est de ne pas avoir de tête d'affiche, d'être vraiment un festival tourné vers la découverte, l'émergence, tout en gardant une fidélité à certains artistes, puisqu'on va accueillir une nouvelle fois cette année Kent, par exemple, ou Amélie Les Crayons, qui ne sont pas des artistes réellement émergents, mais qu'on a plaisir à retrouver dans les salles d'Annecy. Et puis surtout, beaucoup de découvertes et la possibilité pour les publics justement de découvrir ces nouveaux artistes. On va se mettre dans le bain tout de suite avec le teaser. Volontiers. Et puis on continue à en parler. Et voilà! Papa, maman, j'écoute de la chanson française. Oh putain, je le savais, ça, je le savais. De la chanson française? Les copains d'abord. Il fallait la débrider il y a 17 ans, cette chanson française, et c'est encore le cas 17 ans après. Ça reste d'actualité, oui. Le terme chanson française a une connotation un peu ringarde, j'ose le mot. C'est vrai que quand on dit chanson française, souvent on pense immédiatement aux grands noms de la chanson, Ferré, Brel, Brassens, Barbara, etc. Alors que la chanson est bel et bien vivante et qu'il y a de quoi alimenter tous les passionnés. J'ai l'habitude de dire que Attention les feuilles ratisse large du rap au lyrique. Alors c'est pas trop le cas cette année, mais ça l'a été sur des éditions précédentes.
je tiens à ce que l'ensemble de la programmation puisse intéresser tous les publics. On a démarré le festival samedi. Aujourd'hui, on a eu des spectacles dans des crèches, demain en maison de retraite. Enfin, ça concerne tous les âges et en voulant débrider la chanson, on affiche clairement cette volonté, oui, de dire aux spectateurs, soyez curieux, osez la chanson française et vous serez surpris sans doute parce elle est terriblement en phase avec son époque, avec son temps. Vous en avez parlé des crèches, effectivement, j'avais repéré ces spectacles à partir de 1 an Oui. dans différentes crèches de l'agglomération. Oui. On peut difficilement faire plus large comme public. Oui, c'est une volonté, encore une fois, affichée, justement, de pouvoir concerner toutes les générations. Parce que la chanson, c'est ça, ça parle à tout le monde. On ne passe pas une journée sans écouter au moins une bribe de chanson. Quand on est dans sa voiture, quand on est dans un magasin, ou même seul avec soi-même, on a forcément un petit air, on a tous une ou deux ou trois chansons très importantes dans notre vie. On se remémore certains événements, certains souvenirs en lien avec des chansons. C'est une époque, c'est un morceau de vie, toujours une chanson. Ça nous touche, ça nous amuse, ça nous émeut, ou ça nous laisse indifférents. On n'est pas obligé d'aimer la chanson. Mais la diversité... Bon, c'est mieux quand même. C'est mieux, si on va au concert, c'est mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les goûts sont dans la nature. On peut très bien aimer beaucoup Léo Ferré et pas du tout Jean Ferrat, par exemple. Alors que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est la même génération, donc c'est le même genre de chanson. Pas du tout. Et dans la créativité actuelle, dans ce domaine-là, il y a un éventail extrêmement riche de possibilités. Alors le thème va peut-être pas vous plaire, mais il y a une forme d'éducation aussi à travers ce festival, d'éducation à la chanson. Ça ne me gêne pas. Ça vous gêne pas? Non, moi je veux bien participer de cette démarche-là, puisque en incitant le public encore une fois, à oser la découverte, c'est-à-dire à venir sans savoir qui est cet artiste. Alors par rapport à il y a 17 ans, quand on a créé le festival, on a maintenant avec Internet des outils qui nous permettent d'avoir un petit aperçu de la couleur, j'ai envie de dire, de ce que les artistes peuvent proposer. Ce n'était pas le cas il y a 17 ans. Il fallait faire la démarche d'acheter un disque pour découvrir l'artiste. Maintenant, on va sur le site de l'artiste et on peut rapidement voir si ça correspond à ses propres goûts. Mais vous parliez d'éducation à la chanson. Oui, il y a c'est pas la volonté première de ce festival, mais je veux bien y participer. Oui, si on peut aider les spectateurs à aimer quelque chose, on est là pour ça, finalement. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous programmez des artistes émergents. Oui. Il y a matière, c'est-à-dire que le programmateur que vous êtes a de quoi faire. Comment vous la trouvez, Oui. cette chanson française d'aujourd'hui? C'est même très frustrant parce qu'il y a beaucoup plus de propositions que de capacité d'accueil sur un festival, même s'il dure une semaine. Comment je fais? Je me déplace beaucoup, je vais sur d'autres festivals. Attention les Feuilles fait partie de la Fédération des festivals de chansons francophones qui regroupe un peu plus de 30 festivals en France, en Suisse, au Canada francophone et en Belgique. Donc je suis invité sur tous ces événements. J'en visite 3, 4, 5 par an, ça dépend des années. Et puis je vais voir des concerts, on n'est pas loin de Genève, il y a une vraie richesse à Genève. Je vais à Lyon de temps en temps. Et puis je reçois des disques et je fais une espèce de veille artistique, comme on peut faire une veille juridique dans les entreprises. Une partie de mon travail, c'est effectivement d'être à l'affût de ce qui existe, sans tomber non plus dans une espèce de zapping permanent. C'est-à-dire que j'aime bien cette idée de proposer et de permettre au public de suivre un peu l'évolution d'un artiste. Par exemple, Amélie Les Crayons, qui vient cette année, samedi 14, nous présenter son nouveau spectacle, le 5e, est venue, voilà la photo d'Amélie, est venue présenter chacun de ses spectacles précédents au Rabelais. Donc il y a une espèce de continuité comme ça, de fidélité qui se crée entre les artistes et la salle, et donc le public. Elle a évolué, la chanson, en 17 ans? Elle a évolué, oui, bien évidemment, comme tous les arts de la scène. Les musiques évoluent, la manière de composer évolue, puisque maintenant, on peut composer grâce à l'aide des ordinateurs, sans être forcément musicien, mais il faut bien reconnaître que quand on a une formation dite classique, quand on est passé par le conservatoire, ça aide quand même à faire des choses de qualité. Ce qui a évolué, ce sont les thèmes. Les horreurs, par exemple, de 2015
ont été le sujet de certaines chansons, de certains artistes. Je pense à Mokayesh, par exemple, en disant ça, qui a une magnifique chanson sur les attentats du 13 novembre. Les artistes sont des citoyens qui sont en phase avec leur époque. Donc la chanson, elle évolue au même rythme que la société. Plus grave aujourd'hui qu'il y a quelques années Pas en forcément, arrière? non. Pas Il y forcément. a encore des humoristes, il y a encore des thèmes qui ne sont pas forcément trop lourds et trop plombants, hein. Je prenais l'exemple des attentats parce que c'est ce qu'on a vécu de pire et d'épouvantable ces derniers temps. Mais non, la chanson suit son époque. Ce qui a évolué, c'est la diffusion de la chanson. Les artistes ne vendent pratiquement plus de disques. Le disque est maintenant un support purement professionnel que nous utilisons, mais la chanson circule autrement. Et parallèlement, on constate, depuis le festival a été créé en 2001, et depuis 2001, il y a beaucoup de nouveaux lieux de spectacle. Quai des Arts à Rumilly, par exemple, qui est partenaire du festival depuis, je vais peut-être dire une bêtise, mais presque 10 ans maintenant, n'existait pas quand on a créé le festival. Et c'est un lieu magnifique où la chanson a sa place tout au long de la saison, à côté des propositions pour le jeune public, du théâtre et d'autres. Il y a dans la vallée de l'Arve, l'atelier à Cluse n'existait pas il y a 17 ans. Bonneville a développé une programmation de grande qualité également. Enfin, oui, ça évolue. Tout ne va pas si mal dans la culture. Tout ne va pas si mal. Non, c'est vrai que tout ne va pas si mal. Il y a encore de la culture, mais heureusement, parce que sans culture, oui, on peut vivre, mais beaucoup moins bien. Un temps fort à ne pas manquer. Demain soir, au Brise-Glace, mardi soir, on accueille Kent avec son tout nouveau spectacle. Et en première partie, un garçon qui s'appelle Aske Hoog, qui a déjà participé au festival avec son tout premier album il y a 4 ans maintenant. Et je me réjouis d'accueillir une nouvelle fois Kent, qui est un petit peu chez lui sur Annecy quand même, hein. Il a beaucoup travaillé par là, il a travaillé avec un Annécien il y a de nombreuses années. C'est un des temps forts du festival en effet. Et il reste des places. Et il reste des places concerts. et toutes les infos sur le site du Rabelais et sur le site du festival. Oui. Voilà. Merci beaucoup Merci d'être à venu vous. sur Merci le beaucoup. plateau d'Accès Direct. On parle sport maintenant jusqu'à la fin de cette émission avec Sébastien, comme chaque lundi pour l'Instant Sport. Seb, c'est une année importante, on l'a dit au début de cette émission, très importante pour les Bleus et notamment les Bleus savoyards. On va parler olympisme. Olympisme avec les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas dans 4 mois à peu près, du côté de Pyeongchang en Corée du Sud, un événement qu'on attend énormément ici en Savoie-Mont-Blanc, tu l'as dit Fanette, beaucoup d'athlètes savoyards et au Savoyard, donc beaucoup d'espoir de médailles. Donc voilà, la semaine dernière du côté de Paris, il y a eu une grande présentation en grande pompe pour la présentation justement de ces équipes de France olympiques, des athlètes qui vont participer, en tout cas qui sont appelés à participer à ces Jeux. Donc on a pu voir de grands athlètes, de grands espoirs de médailles, on pense notamment à Martin Fourcade. Et ça va être une très belle fête. Et puis on va parler aussi curling, mais le temps que ton invité nous rejoigne, le temps qu'on l'équipe avec le micro, etc. On peut peut-être déjà regarder le premier reportage que tu as préparé justement sur l'équipe de France olympique qui nourrit de grosses ambitions pour ces Jeux de Pyeongchang. On regarde le premier reportage. Ambition, faites-nous rêver. D'ici là, je vous souhaite de vous préparer dans les meilleures conditions. À très vite. Allez la France! Les encouragements de Madame la ministre des Sports ont trouvé un certain écho ce mercredi à Paris, à la salle Pleyel, pour la présentation des équipes de France olympiques. Avec cette journée forte en symbole, les Bleus sont désormais en ordre de bataille pour les JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, où la France visera un total de 20 médailles, soit 5 de plus que le record établi à Sochi en 2014. C'est à la hauteur de nos ambitions. Ces dernières années, on est au-delà de 20 médailles sur les championnats du monde. Et donc par rapport à ça, il me semble assez logique d'annoncer un objectif qui est réalisable pour nous. Même si certains s'en défendent encore, les Jeux Olympiques sont forcément déjà dans les esprits des athlètes tricolores. Et à 4 mois de l'échéance olympique, l'envie d'en découdre est plus que palpable. C'est un événement qui est particulier, qui est unique. On a envie 3, 4 grand maximum si tout va bien dans la carrière d'un athlète. Et donc automatiquement, on a à cœur de se régaler là-bas, de passer un super moment, vraiment de se faire plaisir et puis pour moi de skier le plus vite possible. C'est 2 fois plus d'excitation pour cet hiver qui nous attend. Un bel événement, des beaux objectifs en tête, donc c'est vrai que ça donne l'énergie pour s'entraîner intensément chaque jour. C'est différent parce qu'il y a plus d'attention, parce que c'est universel, parce qu'il y a toutes les disciplines.
voilà, c'est le rendez-vous incontournable dans une carrière. Donc oui, c'est différent. Ensuite, moi j'ai la chance d'avoir déjà vécu 2 Jeux, d'être champion olympique. Donc forcément, je vais les aborder différemment et avec plus de sérénité que les précédents. Mais avant de penser aux Jeux, il faudra d'abord assurer sa qualification via la Coupe du Monde. Car oui, cette année, la France est confrontée à un problème de riches, grâce à des performances exceptionnelles depuis maintenant 3 ans. Les sportifs présents à Paris ce mercredi le savent bien, ils ne seront pas tous du voyage en Corée du Sud. On a l'habitude d'avoir ce genre de rythme dans une saison à événement, c'est-à-dire qu'on a la Coupe du Monde qui fait partie du calendrier et qui est important. On sent qu'il y a vraiment une grosse ferveur autour des Jeux, mais comme je disais, j'ai Zolden qui arrive dans 3 semaines et aujourd'hui c'est la piste de Zolden que je vois dans ma tête. J'ai plusieurs objectifs. Mon premier objectif c'est de me qualifier parce qu'on a une équipe dense et il faut déjà faire sa place avant de pouvoir prétendre une médaille. Après, dans un deuxième temps, ce sera jouer la médaille et si possible l'or. À Pyeongchang, la délégation française d'environ 120 athlètes sera fortement attendue sur les pistes coréennes. On fait confiance aux Savoyards pour nous faire vibrer et ramener plein de médailles dans nos montagnes. Sébastien Quentin Morard nous a rejoint. Vous êtes membre de l'équipe de France de curling. Alors Quentin, déjà merci d'être sur le plateau. On est content de faire un petit focus sur ce sport, le curling. Vous qui êtes dans le milieu, malgré votre jeune âge, on rappelle 18 ans, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce sport soit aussi confidentiel en France et même ici en Savoie-Mont-Blanc? C'est bizarre parce que la France, c'est quand même un pays qui est plutôt ancien dans le monde du curling mondial, quoi. Mais ouais, il n'y a pas eu la même évolution en France que dans les autres pays mondiaux. Vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sport? Comme beaucoup de monde, via la famille, entre guillemets. Enfin, beaucoup de jeunes joueurs ont un parent ou un frère, quelqu'un qui a commencé le curling avant eux. Alors ici, dans nos départements, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 3 pistes. Hein. Ouais. Alors, du côté de Megève, Pralognan et Saint-Gervais, ça fait peut-être partie des freins justement au développement de ce sport. C'est compliqué pour pratiquer le curling. Vous, comment est-ce que vous faites au sein du club d'Albertville? Vous êtes obligé de partager la glace? C'est ça. Au sein du club d'Albertville, il y a un horaire de glace qui est partagé avec le patinage, donc c'est un accord au sein du club. Et après, oui, pour nous entraîner, moi avec mon équipe, je joue toute la saison avec Megève, du coup on s'entraîne principalement sur Megève et Genève, parce que c'est beaucoup plus facile. Alors vous faites partie des espoirs, mais en même temps non, parce que vous faites partie aussi de l'équipe senior de l'équipe de France. Vous me disiez, là au mois de novembre, dans à peu près un mois, départ pour les championnats d'Europe. C'est ça. Avec quelles ambitions pour l'équipe de France? C'est un championnat d'Europe groupe B, donc parce qu'au niveau mondial, ça fonctionne par groupe. Et donc le groupe B, c'est un petit peu comme la 2e division, on va dire? C'est ça, c'est la 2e division. Et on est remonté, donc avec la même équipe, au mois de mai, on est remonté en finissant vice-champion d'Europe groupe C, donc du groupe C. Donc on va essayer de faire bonne figure dans le groupe B. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? On sait, hein, on le voit sur les images, on a l'occasion d'en voir malheureusement pas assez pendant les Jeux. Qu'est-ce qui vous plaît? Ça semble être une discipline très très tactique. C'est très tactique, c'est très complet en général. Il y a toute la phase tactique, donc tout ce qui est stratégie, ce que le skip met en place et ce que l'équipe doit valider aussi. Vous, votre rôle dans l'équipe? Moi, donc, je suis lanceur, donc, comme tous les joueurs de l'équipe, et je balaye aussi donc, quand je ne lance pas. D'accord. Quand on est curleur, j'imagine qu'on a un petit peu marre des a priori sur sur le curling, notamment, vous l'avez dit, balayeur. Vous, j'imagine que malgré votre jeune âge, ça devait vous arriver de croiser des gens qui disent « Ah, tu fais du curling ». Oui, c'est ça, mais bon, après, au début, quand on commence, ça nous vexe un tout petit peu, mais maintenant j'en rigole plus que ça me fait quelque chose. Quand vous êtes arrivé sur le plateau, il y a un sujet sur les Jeux qui est passé. On imagine que pour vous, en tant que sportif, les Jeux, ça fait toujours rêver. Notamment, on sait que le curling est un sport olympique. Bah oui, comme tout le monde. Ça fait partie des objectifs, on rappelle, 18 ans. Comment elle se situe la France dans la hiérarchie? Alors on l'a dit, plutôt groupe B. Elle a participé 2 fois aux Jeux Olympiques, si je ne dis pas de bêtises, en 98 et en 2002 ou 2010. En 2002 et en 2010. Voilà, ouais, 2002 et 2010. Est-ce qu'on aura la chance un jour de revoir les Français sur une glace olympique? Alors pour 2018 c'est compliqué, enfin ce ne sera pas possible, mais peut-être pour les échéances d'après? Oui, bah j'espère. Ouais, qu'est-ce qui manque à la France par exemple pour une non-initiée comme moi, qu'est-ce qui manque à la France pour être à Pyeongchang là en 2018? La qualification elle s'est faite sur les derniers championnats du monde et donc pour être en championnat du monde il faut être dans le groupe A, donc au championnat d'Europe. Donc il manque un échelon. Donc c'est un problème de niveau et pas de structure ou de financement après, structure, ou de joueurs. C'est ça, c'est plus un problème de niveau, mais qui est lié aux infrastructures, tout ça. Pour Pyeongchang, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle épreuve avec le double mixte. C'est aussi une des particularités de ce sport, c'est que ça peut
Ça peut se disputer en deux. mix, c'est C'est ça, ça. c'est intéressant aussi dans le développement. Oui, bah, ça change du curling classique, c'est des règles différentes, c'est un mode de jeu différent. Donc oui, c'est sûr que ça change et c'est intéressant de parfois changer, d'y jouer. Un petit sujet sur Martin Fourcade. C'est à moi là. Oui, Sébastien, tu nous as préparé un petit focus sur Martin Fourcade, le porte-drapeau des Bleus pour les Jeux Olympiques. Il a été désigné officiellement par le comité olympique français et tu as pu le rencontrer à Paris. Il ne pouvait en être autrement. Martin Fourcade, athlète français le plus médaillé aux Jeux Olympiques d'hiver, sera donc porte-drapeau de la délégation française le 9 février 2018 lors de la cérémonie d'ouverture à Pyeongchang. Le Catalan succède à Jason Lamy-Chapuis, porte-drapeau il y a 4 ans. C'est une grande émotion, beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilité aussi. Donc voilà, je suis très content, très heureux. Je vais aborder, je crois, ce rôle simplement avec l'envie d'être moi-même comme j'ai été depuis ces 10 ans de carrière. Je crois que c'est ce qui a conduit le CNOSF à me désigner porte-drapeau. Donc voilà, je vais essayer de continuer à être franc, d'assumer mes convictions, de continuer à être ambitieux et d'essayer de continuer d'être performant. Double champion olympique à Sochi en 2014, le biathlète, sextuple vainqueur de la Coupe du Monde, intègre donc un cercle très fermé. Pour tenter de succéder à Carole Montillet, dernier porte-drapeau français sacré dans la foulée champion olympique d'hiver, Martin Fourcade compte s'appuyer sur cette expérience inédite. Ça a été un choix réfléchi, ni dur ni facile, qui a pris du temps à réfléchir, mais voilà, je crois qu'à partir du moment où j'ai décidé d'y aller, je l'ai fait avec grand plaisir, avec beaucoup d'envie et avec énormément de fierté. Je ne suis pas superstitieux, donc voilà, il y a des chances que je loupe ces Jeux Olympiques. Je ne mettrai pas ça sur le dos du porte-drapeau. Voilà, j'ai envie de me servir de ça, au contraire, comme une qualité, comme une façon d'aborder ces Jeux avec plus de détachement, de m'enlever un peu de pression à 2 jours des premières épreuves. Donc voilà, c'est comme ça que j'aborde ces Jeux Olympiques. Ce choix attendu du CNOSF apparaît comme une évidence, tant l'aura et la sympathie de Martin Fourcade est louée par ceux qui le côtoient. J'ai eu énormément d'émotions qui est ressorti quand la porte s'est ouverte et a présenté Martin comme porte-drapeau. Il y a eu énormément de fierté parce que je me dis que même si je suis peut-être pas la clé, qu'il serait venu au biathlon, mais j'ai très certainement mis un petit peu ma pierre à cet édifice qu'il est devenu. C'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de suivre, c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de suivre à travers les jeux, jusqu'au bout des jeux et avec une énorme détermination, et je crois qu'il va arriver à transmettre ce message à tout le monde et il va faire un très très bon leader. C'est un formidable ambassadeur pour les sports d'hiver déjà, pour commencer, pour sa discipline du biathlon. Pour nous, la Fédération française de ski, et je crois que tous les athlètes sont unanimes pour dire que c'est celui qui est légitime pour le faire. Dans 4 mois, Martin Fourcade aura l'occasion de rentrer encore un peu plus dans l'histoire du sport français. Le faire en tant que porte-drapeau aura certainement encore plus de valeur. Quentin, on l'a vu tout à l'heure, vous faites partie donc de l'équipe d'Albertville, vous êtes licencié à Albertville, oui. Mais vous défendez les couleurs de Megève et donc vous êtes champion de France en titre. C'est ça, le titre qu'on a acquis en mars dernier à l'issue du week-end de championnat de France. L'objectif pour la saison prochaine, on imagine le garder? Tout à fait. Il y a une grosse concurrence en France? Oui, il y a quelques bonnes équipes, c'est quand même tous les ans difficile d'acquérir ce titre, donc le conserver, ce serait déjà bien. J'ai lu que le curling était de plus en plus proposé dans les séminaires d'entreprise, parce qu'on peut dire que le travail du skip, alors on rappelle, le skip c'est le capitaine, ouais. S'apparente un peu à une mission d'un chef d'entreprise. C'est quelque chose que vous ressentez, vous? Oui. Il y a, on est souvent appelé à venir faire des démonstrations ou des initiations pour les entreprises qui viennent essayer le curling dans différents clubs, surtout là où les pistes sont présentes, comme Megève, c'est toujours plus simple. Et vous ressentez un engouement qui commence à grandir? Oui, tous les gens qui viennent essayer en général apprécient, et après quand on essaye franchement une compétition, c'est dur d'arrêter. Quentin, une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors on le rappelle, 18 ans, donc encore de longues années devant vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On imagine un vrai développement du curling dans les années à venir. Ça vous manque, on imagine, quand on est sportif, de voir son sport un petit peu limité? Oui, c'est sûr, ça ferait plaisir de voir plus de monde, plus de jeunes, surtout les jeunes qui manquent. Enfin, je dis ça, j'ai 18 ans, mais plus de la jeunesse un peu, de la fraîcheur dans le sport, ça ferait plaisir. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, Quentin, d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Je vous laisse rejoindre la régie. Le temps pour nous, Sébastien, de regarder quelques images du Big Air qui s'est déroulé ce week-end sur le paquet à Annecy. Alors, on s'est croisés sur le paquet ce week-end. C'était assez incroyable. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire que
le Hi-Fi Festival a réussi son pari. Hein. Après une première édition du côté de la place de Romain qui était déjà impressionnante, là c'est sûr que ce cadre magnifique du paquet, n'en déplaise à certaines associations écologiques, a vraiment fédéré plus de 40 000 personnes dans une ambiance incroyable, survoltée. Et puis du spectacle avec chez les garçons la victoire d'un Finlandais, Elias Sirja, un jeune issu des qualifications, et chez les filles Cocorico avec la victoire de Tesla 2, championne du monde de slopestyle en titre, qui confirme cette très très belle disposition. Il faudra la suivre pour les Jeux. Tesla 2, retenez ce nom. Mais voilà, c'était un vrai bel événement. Malheureusement, il n'y en aura pas l'année prochaine. Oui, mais il nous prépare quelque chose, donc on va attendre de savoir quoi. On regarde un petit peu les résultats de nos clubs locaux pour terminer cette page de sport. Une petite salve de résultats avec la Coupe de France de football, 5e tour. Qualification pour Annecy du côté de l'Inde à Marbose, 2-0. En revanche, défaite pour Chambéry qui a affronté Saint-Priest, équipe de National 2, 4-2. Et un petit résultat des deux féminines, on ne parle pas assez des femmes, donc j'ai choisi d'en parler, avec le Croix de Savoie en bille du côté de Isère en Auvergne, avec une défaite pour l'équipe de Croix de Savoie. Un petit mot de handball, avec la Star League, 4e journée, là ça va très très mal pour Chambéry. 4e match, 4e défaite pour les Chambériens, 23-27 au phare. Chambéry est dernier avec 0 points, à tel point que Laurent Buchelier a été nommé entraîneur adjoint pour épauler Yves-Vika Orban. En National 2, 3e journée, beau tir groupé, en tout cas, belle victoire pour Annecy-le-Vieux du côté de sa salle contre Marsanais, 29-26. Annecy-le-Vieux est 4e. En revanche, pour Aix-en-Savoie, c'est compliqué. 3e match, 3e défaite. Et enfin, un petit résultat de National 3, avec là aussi une belle victoire pour Annecy Handball, qui a bien rebondi après sa défaite en Coupe de France contre Valence, 26-18. Et enfin, en hockey sur glace, là aussi c'est compliqué pour cette équipe de Chamonix. On s'y attendait. Défaite, un match en retard du côté de Lyon, 6-2. Chamonix est 11e sur 12 avec 8 points. Du rugby avec là une très belle performance à signaler. J'espère aller pouvoir faire un tour du côté de Chambéry NC4. 4e journée, 4e victoire pour le SO Chambéry sur le terrain d'Aix-en-Provence, son adversaire direct pour la montée en Pro D2, donc une victoire 22-21. Chambéry continue son cavalier seul, premier avec 11 points sur 17. Et enfin du water-polo, première journée, victoire de Aix-en-Savoie du côté de Mulhouse. Très bon début de saison, on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Voilà pour le résultat. Merci beaucoup Sébastien. Pauline, on est un petit peu à la bourre, mais c'est imminent promis pour le JT. Et donc un petit rappel des titres, et on va reparler du high-five évidemment. Oui, forcément, 40 000 personnes sur le parquet ce week-end, une victoire française chez les féminines. Donc il y aura les belles images commentées par Sébastien Germain avec les interviews et les réactions des champions. Et puis un portrait. Et oui, le portrait de Tougi qui fait du paper toy, le petit oiseau qu'on voit ici. Tu es allé à sa rencontre dans son atelier au bord du lac d'Annecy, une belle découverte. Merci beaucoup, on te libère le plateau. Oui, merci. Merci à tous les deux, merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, partager, cette émission est aussi la vôtre. Demain, Sébastien, tu prends les commandes d'Accès Direct. De quoi on va parler demain? Demain, on aura Dominique Dor et on aura le responsable de la Chambre des experts comptables. Ça va être sérieux demain. Merci beaucoup, merci, à demain.